On y va? Alors c'est parti. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. On a commencé déjà à échanger un peu. Bienvenue dans cette conférence de presse qui officialise le lancement de l'Observatoire national contre l'extrême droite, une initiative qui est largement soutenue puisque ce lancement est parrainé par plusieurs médias, Regard, Mediapart, l'Humanité, Politique, Le Monde Moderne, Contretemps, Basta et bien d'autres sans doute qui nous rejoindront par la suite. Une initiative qui est aussi attendue, je crois. Le contexte nous incite à agir et ne pas seulement se contenter de critiquer, parce que la place prépondérante des discours haineux, qui se nourrissent souvent du ressentiment, ont dépassé le seul cadre de l'extrême droite politique, celle que l'on connaît depuis Jean-Marie Le Pen, qu'on l'on observe chaque jour avec Marine Le Pen ou Marion Maréchal, par exemple, pour ne citer qu'elle, mais aussi à travers les succès électoraux. Il ne faut pas se voiler la face, des mairies gagnées, ça n'est pas rien. L'extrême droite fait plus que jamais l'idée qu'il faudrait essayer de, en tout cas nous devrions essayer de ne pas participer de la banalisation de ce discours et de discours qui est en train de prendre une place de plus en plus importante, parce que face aux personnalités politiques, on voit bien qu'il y a désormais une extrême droite très présente dans l'espace médiatique, dans l'espace public, une parole qui passe sans problème parfois, incarnée par de nouveaux visages, plus ronds, plus lisses, peut-être plus acceptables, et pourtant, il est temps de s'indigner, et je pense que c'est l'objet de cette conférence de presse, de s'indigner sur la base de faits, de propos tenus, d'actions aussi, puisque je le disais, certains élus d'extrême droite sont en responsabilité, et on va le voir au fur et à mesure des quelques minutes qui vont passer. L'expérience des élus d'opposition dans ces mairies d'extrême droite n'est pas simple. Des politiques qui excluent, qui discriminent et qui agitent aussi évidemment les peurs. Alors Thomas Porte, tu es syndicaliste à la CGT, tu es à l'origine du lancement de cet observatoire. Tu as écrit et tu es l'auteur de Au cœur de la haine aux éditions Arcane 17. Tu es président de cet observatoire. Pourquoi lancer cet observatoire et à quoi il va servir? Bonjour Pierre merci, merci de cette introduction. Je crois que tu as résumé beaucoup de choses. On a aujourd'hui un véritable enjeu, c'est-à-dire de mener le combat contre l'extrême droite qui progresse dans les urnes et dans les têtes. Et aujourd'hui, l'idée de cet observatoire, c'est effectivement de réunir des gens qui sont en diverses responsabilités, qu'elles soient politiques, syndicales, associatives, des chercheurs, des enseignants, pour avoir un travail approfondi sur la durée, pour bien comprendre les causes de cette idéologie-là, et à la fois mener un combat quotidien pour jamais rien laisser passer. On a vu encore cette semaine un exemple avec des tags de croix gammées dans la rue parisienne qui laissent dessiner quand même un climat qui est extrêmement pesant, puisque il y a encore quelques années en arrière, on n'avait pas de tags comme ça aux quatre coins des rues qui surgissaient à longueur de journée. En parallèle, on a des plateaux médiatiques qui sont aujourd'hui squattés par des éditorialistes et des personnalités politiques d'extrême droite. Je crois qu'Alexis Poulain pourra en dire un mot tout à l'heure. Et l'idée, c'était vraiment de se mettre au travail sur ce sujet qui est extrêmement préoccupant. Et moi, dans mon parcours syndical, j'ai vraiment vu une porosité avec certaines idées de l'extrême droite qui arrivent à gagner du terrain dans des gens qui sont pourtant dans le champ progressiste et qui sont au contact de gens qui portent une parole qui est extrêmement puissante, mais on voit que ça gagne du terrain dans les urnes et dans les têtes. Donc c'est vraiment comment on arrive à construire une riposte qui permette d'endiguer ça, parce qu'on voit que partout en Europe se dessine une espèce de toile d'araignée avec des arrivées au pouvoir dans d'autres pays européens. Je crois qu'on n'est pas du tout à l'abri en France d'avoir aux prochaines échéances électorales une extrême droite qui gagne et qui prend des responsabilités. On avait dit qu'ils n'auraient jamais des grandes villes, ils ont gagné Perpignan, c'est quand même un signal qui est extrêmement fort. On a vu aussi quelque chose qui m'interpelle et m'inquiète, c'est une porosité entre la droite et l'extrême droite, notamment dans différents votes sur des agglomérations, sur des partages de responsabilités. Donc c'est vraiment cette urgence-là qu'il faut mener. Moi, je remercie vraiment toutes celles et ceux qui ont accepté de participer à cette aventure, et j'espère que d'autres vont nous rejoindre en cours de chemin. Mais je crois qu'au travers de nos parcours personnels, de nos expériences, de notre envie de nous mobiliser sur cette question-là, qui est, moi, je suis un enfant de la génération qui a connu sa première expérience politique. Quelque part, c'est Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, et des milliers de gens dans les rues françaises. Et après, on a eu Marine Le Pen, et c'était à peu près normal. On n'avait plus personne qui était dans la rue. On a eu une difficulté à faire dire qu'il fallait faire barrage à l'extrême droite. Donc tous ces éléments-là, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà été trop long, font que je souhaite aujourd'hui, et nous avons souhaité, avec Joséphine qui m'a accompagné depuis le début, lancer cet observatoire pour avoir une structure qui permette de regrouper toutes les forces vives qui veulent lutter contre l'extrême droite, quel que soit le sujet, quel que soit le domaine sur lequel elles veulent travailler. Je crois qu'il faut mettre en tas nos connaissances. Beaucoup de choses ont été faites,
il reste beaucoup de travail à faire et voilà, je suis ravi qu'on puisse participer à cette aventure qui me semble utile dans un paysage politique. Et vraiment, je termine là-dessus. Quand on voit le climat politique de la rentrée, séparatisme, l'affaire du commissariat de Champigny, la syndicaliste voilée, les suppressions des allocations aux parents dont les enfants sont des délinquants, je crois que ça donne quand même le climat de ce pays. Et on a besoin d'avoir une riposte et des éléments de décryptage pour donner à comprendre aux gens que non, l'extrême droite, ce n'est pas la solution pour donner des nouvelles perspectives et un horizon émancipateur. Merci Thomas. Je rappelle à tous les intervenants qu'il va essayer de falloir faire court. On se dit 2 à 3 minutes max par intervention, sinon on va dépasser le timing. Joséphine Delpera. Joséphine, tu es membre du Conseil national de génération en charge notamment des questions d'égalité femmes-hommes. Tu es donc la secrétaire générale de cet observatoire. C'est quoi l'extrême droite finalement? Que et qui va observer l'observatoire? Merci Pierre de me donner la parole. Oui, effectivement, quand on a construit l'Observatoire national de l'extrême droite, on voulait évidemment s'attaquer à analyser le discours de l'extrême droite qu'on connaît, celle qui est au pouvoir, évidemment, dans plusieurs mairies de France aujourd'hui, au Parlement, dans les conseils départementaux et régionaux, mais l'extrême droite, ça va bien au-delà de ça. Elle prend racine dans de nombreuses thématiques. Elle a différentes origines. Donc, quand on parle d'extrême droite dans cet observatoire, on parle aussi des groupuscules identitaires, on parle aussi du catholicisme traditionnaliste, on parle d'une certaine manière de ces nouveaux mouvements antiféministes, ultramasculinistes. On parle aussi de la presse, une partie de la presse aujourd'hui qu'on connaît, qu'on a identifiée plus ou moins de longue date. Donc, c'est aussi ce discours-là qu'on cherche à déconstruire avec l'Observatoire. Donc, pour ça, on va avoir besoin de moyens d'analyse, on va besoin de sourcer un petit peu d'où ça vient. C'est aussi l'essence de cet observatoire, de comprendre qui sont les groupuscules d'extrême droite aujourd'hui en France. Ils prennent racine à la fois de manière nationale, mais aussi locale. On a des bons exemples ce soir. Malheureusement, Benoît Roux pourra nous en parler à Lyon tout à l'heure. L'extrême droite, c'est aussi des mouvements contestataires qui naissent face à des mouvements comme celui de Black Lives Matter. C'est ce qu'on entend comme un discours qui est désormais plus ou moins normalisé sur des chaînes de télé grand public, comme on a pu le voir malheureusement avec CNews et Éric Zemmour, qui nous fait son talent d'orateur d'extrême droite à peine voilé toutes les semaines et qui, malgré de nombreuses plaintes et signalements du CSA, continue d'avoir la parole très libre. Donc, pour déconstruire tout ça, il faut être capable d'identifier toutes les racines de ce réseau énorme qui est aujourd'hui l'extrême droite et par toutes ces thématiques. L'antiracisme, évidemment, est au cœur de notre projet, mais on retrouve aussi le féminisme, la lutte contre le libéralisme, mais d'autres en parleront mieux que moi tout à l'heure. Merci Joséphine. On va passer la parole à Marine Tondelier. Alors, tu parlais justement, Joséphine, des mairies qui avaient basculé à l'extrême droite. Marine, tu es élue Europe Écologie Les Verts à Hénin-Beaumont depuis 2014. Tu es aussi l'auteur des nouvelles du Front aux éditions Les Liens qui libèrent. Tu as l'expérience justement de ces élus d'extrême droite. Tu es dans l'opposition, évidemment, dans cette ville d'Hénin-Beaumont. Tu es aussi membre du conseil d'administration de l'Observatoire. Alors, on sait que la prise des mairies par le Rassemblement national a participé aussi à cette banalisation du Rassemblement national et de l'extrême droite. En quelques mots, ça ressemble à quoi une mairie frontiste, enfin une mairie du Rassemblement national? Qui est assez effrayant quelque part, même si cette victoire du Front National, on la voyait arriver depuis quelques années, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'ancien maire de ma ville a fini révoqué de sa fonction de maire par le Conseil des ministres et puis mis en examen pour 18 chefs d'inculpation, détournement de fonds. Enfin, il y avait toute la panoplie, donc c'est sûr qu'ils ne viennent pas de nulle part à Hénin-Beaumont. Il y a eu un vrai travail d'ancrage, etc. Et on les voyait monter à chaque élection jusqu'à ce que, ça y est, ils gagnent à 35 voix à l'époque. Hein. Il n'y a pas eu de deuxième tour à 35 voix près, comme quoi on ne fera jamais assez la promotion du fait de participer aux élections. Mais ce qui était très très dur, c'est que on se disait comment ça va être. Et la vérité, c'est que le lendemain matin, en fait, la vie continue et que
pour une majorité de gens qui sont, on va dire, non politisés, qui s'intéressent à leur ville, à ce qui sera fait de leur impôt finalement, etc., à ce qui est plutôt le cas de la plupart des Français. Voilà, en fait, ça devient leur mère et il faut faire avec. Donc, il y a des employés municipaux qui se disent que maintenant, c'est leur patron. Il y a des syndicalistes qui se disent comment on va faire. Et pour la majeure partie des gens, finalement, la vie continue. Et ça, c'est vrai que ce n'était pas facile à appréhender. La politique dans cette ville, forcément, elle est dure. Alors moi, après, je suis d'un naturel optimiste et j'essaie toujours de ne pas me plaindre en me disant qu'on a la chance quand même d'être en France et qu'être opposant politique en France, c'est pas être opposant politique dans d'autres pays où l'on voit des choses bien plus dures arriver aux opposants aujourd'hui. Mais il n'empêche que c'est une bagarre du quotidien qui a un impact aussi sur la vie de famille, sur vos proches qui habitent aussi dans la ville, puisque tout est fait pour vous salir, pour vous dénigrer et les attaques personnelles sont légion. Moi, ce que je me dis, c'est que même si c'est dur, il y a un luxe qu'on a quand on est élu d'opposition, c'est comment on peut parler. Ce qui n'est pas le cas d'un élu municipal, enfin d'un agent municipal pardon, qui va avoir son devoir de réserve ou d'un associatif qui dépend des subventions et qui, même quand il est rudoyé, doit garder le sourire s'il veut en garder un petit peu. Et ça, c'est vrai que ça m'a poussée à écrire ce livre dont tu parlais, Pierre, Les Nouvelles du Front, parce qu'à un moment, je me suis dit, si moi je le fais pas, personne ne pourra le faire, puisque dans cette ville, beaucoup de gens quand même n'avaient pas trop le loisir d'en parler. Donc j'ai choisi de l'écrire. J'ai, au cours de l'enquête, eu beaucoup de témoignages d'employés municipaux, notamment qui vivaient des choses assez douloureuses et qui m'ont semblé nécessaire de raconter, en sachant bien que si je le faisais, je m'exposais à des poursuites, mais je pense que je ne pouvais pas me taire, et je viens en tout cas d'une culture politique et militante qui nous rassemble là ce soir et qui me fait penser qu'en fait on n'est pas là pour se taire, sinon on n'est pas très très utile. Donc voilà, c'est un combat qu'on mène depuis 2014 maintenant. On renchaîne là pour un mandat d'opposition. Alors peut-être on peut se dire qu'on aurait dû gagner, que tout ça, et que c'est pas bien qu'on ait perdu. Moi, je préfère perdre avec ma valeur que gagner avec les leurs. Ils ont des méthodes populistes, démagogistes, et que jamais j'utiliserai et que je continuerai à combattre, même si c'est moins confortable et plus dur électoralement. C'est la vie, c'est comme ça. Et puis, vous dire aussi que c'est des mandats dans lesquels on se laisse facilement enfermer parce qu'en fait, c'est dur, c'est long, qu'on travaille à côté, qu'on a beaucoup de... Voilà, en fait, on est tellement la tête dans le guidon que le réflexe peut être en fait de s'enfermer dans ces mandats. Et je pense qu'en fait, c'est ce qu'ils cherchent, en fait, qu'on finisse isolé, à se trouver nul, à pas y arriver. Et moi, je remercie beaucoup Thomas, d'avoir lancé cette initiative et aussi d'avoir insisté pour que j'en fasse partie, parce que Thomas, tu sais que je t'ai pas dit oui tout de suite parce que justement, j'avais beaucoup de travail. Et puis, j'ai fini par me dire qu'en fait, on a un avantage sur eux, c'est que nous, on aime bien l'altérité, qu'on aime bien travailler de manière transpartisane, qu'on n'est pas forcément tous hyper alignés sur tout, mais qu'en fait, on est quand même d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire sur les valeurs, et que quand je vois en plus, je vois beaucoup de femmes fortes dans cette réunion, et je dois dire que ça me parle aussi beaucoup de se dire qu'à un moment, voilà, ce combat, il passe aussi par des femmes qui s'engagent au détriment de beaucoup d'autres choses, et que le fait de se mettre en connexion, finalement en lien, ça nous aidera à partager notre vécu, nos constats, nos analyses, mais aussi à mener cette bataille ensemble. Et je peux vous dire qu'elle n'est pas prête de s'arrêter, cette bataille. Donc, contente d'être parmi vous et puis impatiente de voir la suite. Merci beaucoup, Marine, d'avoir apporté ce témoignage et puis cette expérience quotidienne que tu vis à Hénin-Beaumont. Je vais passer la parole à Pascal Debé. Pascal, tu coordonnes les questions d'extrême droite, notamment à la CGT. Tu es aussi membre du conseil d'administration de cet observatoire. Pourquoi c'est important que les syndicats se saisissent et prennent en charge ces questions qui sont celles liées au discours, à la propagation des idées de l'extrême droite, précisément dans le monde du travail ? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être parmi vous et d'avoir été sollicité, et donc après réflexion, d'avoir également accepté ce pari cette nouvelle initiative que je trouve très intéressante. Je pense qu'on est là pour additionner beaucoup d'énergie ensemble. On a tous des parcours différents. On est tous bien occupés, comme ça a été dit auparavant, mais je crois que l'intérêt, c'est de mettre en commun nos expériences, nos approches, pour combattre en effet la montée des idées d'extrême droite. Alors, tu me demandais un petit peu au sein des travailleuses, des travailleurs, comment ça se passe. Alors, peut-être tout le monde ne le sait pas. Hein, j'ai grandi, je vis en Moselle, donc je suis en effet militant à la CGT avec des responsabilités régionales et nationales. On a connu le drame d'un certain maire d'Ayange qui était dans nos troupes auparavant, qui a été militant à la CGT. Donc, on a été confronté à ces questions il y a déjà plusieurs années. Et malheureusement, je pense que tout le monde le sait, on a aujourd'hui beaucoup d'ouvriers, d'employés, de
professions intermédiaires, de cadres, hein, toutes les catégories socio-professionnelles qui se laissent, je dirais, séduire par l'extrême droite. Et donc, il y a vraiment une bataille à mener sur les idées. On doit dénoncer l'imposture sociale. On doit détricoter et bien montrer en quoi leur doctrine économique est complètement, je dirais, parallèle à la doctrine néolibérale et n'est en rien une réponse aux attentes sociales. Donc, je pense que c'est toutes ces expériences-là qu'on va pouvoir additionner ensemble qui feront qu'on va pouvoir mener bataille. C'est vrai que moi, j'essaye de faire beaucoup de choses au sein du mouvement syndical, des formations en interne. On a des initiatives intersyndicales, mais moi, si je me suis engagé aussi avec vous, en effet, pour une durée indéterminée, on va dire ça comme ça, c'est aussi pour que, voilà, je le redis, on additionne nos énergies et nos expériences parce que je ne cache pas que je suis quand même très préoccupé par l'évolution, en effet, de leur influence, pas qu'à la télévision, hein, on va dire ça comme ça, leur influence au quotidien. Et je pense que la bataille, elle va se mener vraiment sur tous les niveaux, médiatiquement, au niveau des salariés, au niveau en effet des communes, petites, moyennes et grandes. On va devoir réoccuper le terrain. Je pense qu'il va falloir un réinvestissement de beaucoup de gens dans les associations sur vivre avec les gens et reprendre au quotidien, je dirais, tout ce qu'on peut entendre pour convaincre et leur montrer que ce n'est absolument pas la solution. Et je crois que Thomas, dans son intervention, citait aussi ce qui se passe ailleurs en Europe. Le mouvement syndical, vous savez, il est très divers, ça je pense que tout le monde le sait, mais en tout état de cause, énormément de syndicats aujourd'hui dans différents pays s'emparent de ces questions de lutte contre l'extrême droite. Je pense aux Italiens, je pense aux Allemands, mais la liste serait longue, parce qu'ils sont confrontés aussi chez eux à cette montée de la popularité de l'extrême droite parmi les salariés. Donc c'est une bataille, parce qu'on est salarié, on est citoyen, on est habitant, on est investi dans le mouvement sportif ou autre, et donc dans tous ces endroits-là, on doit être complémentaires pour gagner la bataille des idées, tout simplement. Merci beaucoup, Pascal. Je vais passer la parole à Elsa Fossillon. Elsa, tu es députée communiste des Hauts-de-Seine. Merci d'être présente avec nous parce que je crois qu'aujourd'hui s'ouvrait une journée assez dense au Parlement avec l'ouverture, en tout cas, du débat sur le vote du budget du plan de financement, le PLF, le plan de loi de financement. Voilà, je ne sais plus comment on dit, et tu vas le dire mieux que moi. Tu es aussi membre du conseil d'administration de l'Observatoire. En quoi cet observatoire, justement, il peut aider aussi les travaux des parlementaires ? Déjà, je pense qu'en tant que parlementaire, on peut aussi l'alimenter, cet observatoire. Il y a aujourd'hui au Parlement des députés d'extrême droite. Ils ne sont pas extrêmement nombreux, alors on peut s'en féliciter, on peut aussi dire que c'est plus représentatif de ce qu'ils représentent à l'échelle aujourd'hui du pays. On peut dire par exemple que quand il y a une semaine de commission sur le projet de loi retraite, alors qu'ils se vantent d'être les défenseurs des travailleurs et des classes populaires, eh bien, ils sont absents de ces débats pour défendre une retraite juste. En revanche, il y a quelques jours, ils étaient très présents et toute la journée quand on a eu à débattre de l'allongement du délai légal sur l'IVG. Et là, ils étaient extrêmement présents pour évidemment pas simplement raccourcir le délai légal, mais pour s'opposer à l'avortement. Donc ça fait partie, je crois, des choses sur lesquelles évidemment on a travaillé à révéler. Ça fait partie de la déconstruction. Je crois aussi en tant que parlementaire dans un rôle d'opposition face à la Macronie, qu'il y a besoin de se rappeler dans ce climat absolument insupportable que combattre Macron et combattre le néolibéralisme, le capitalisme, c'est aussi combattre l'extrême droite parce que je crois que pour une part, leurs idées sont déjà un peu au pouvoir. Moi, j'avais au moment de la rentrée 2019, où la rentrée se faisait sur le thème de l'immigration, et on voit que cette année, elle se fait sur le séparatisme, de constater combien le gouvernement légitime pour une part le discours de l'extrême droite. On le voit sur les mineurs non accompagnés avec des propos absolument scandaleux. Il y a eu Zemmour, évidemment, mais il n'y a pas que Zemmour. Gérald Darmanin légitime aussi des thèses d'extrême droite sur les mineurs non accompagnés. Donc moi, je crois que ce qui, avant tout, gagne du pouvoir, ce sont les idées, plus encore que les hommes, pas les femmes, mais que les hommes encore. Et donc, on a à travailler ça parce que peut pas y avoir d'un côté, quelque part, un combat politique face à Macron et un combat moral face à l'extrême droite. C'est un combat politique qu'il y a à mener contre l'extrême droite et contre ses idées. Et donc, quelque part, face à ce climat tout à fait insupportable, on le dit tous d'une certaine manière, je crois que pour passer
à l'alternative, il y a déjà besoin de passer à l'offensive. Et je trouve que nous, la gauche, les écologistes, peut-être avons un peu perdu du terrain là-dessus. On a des responsabilités sur plein de choses, mais aussi très concentrés sur un agenda politique où les choses vont très vite. À voir aussi quelque part que le Front républicain, très souvent, nous appelions de nos voeux lors des élections, et puis tout à fait inopérant, de voir que des idées circulent de plus en plus. Je crois que, très certainement, il y a un niveau d'alerte en voyant l'état du monde et combien les idées progressent et combien des hommes d'extrême droite, quelques femmes d'extrême droite aussi arrivent au pouvoir. Je crois que voilà, il est largement temps, d'autant que des travaux existent déjà, qu'il y a besoin que ce soit vraiment un combat politique de déconstruction. Je le dis comme ça, moi j'en ai assez d'être invitée sur des plateaux télé quand je suis invitée pour venir réagir à ce que dit l'extrême droite. J'aimerais que nous puissions chacune et chacune un peu plus, être invités sur un agenda politique, sur des choses que nous-mêmes portons. Et du coup, on est souvent trop à la ramasse, quoi. Donc vraiment salutaire que cette initiative de l'Observatoire. Merci beaucoup, Elsa. C'est intéressant, évidemment, ce que tu dis, puisque ça pose la question de comment la gauche est aussi en capacité d'imposer ces thèmes dans les médias d'une manière générale. Ça m'emmène à une question que j'ai envie de te poser. Alexis Poulain, tu es journaliste, cofondateur du média en ligne Le Monde Moderne. Tu es aussi membre du conseil d'administration de l'Observatoire. Je me souviens, moi, en 2002, avoir lu le livre de Pierre Thévagnon et Sylvie Tissot qui s'appelait Le dictionnaire de la lepénisation des esprits. Tu dirais qu'on est passé d'une lepénisation des esprits à une lepénisation des médias. Est-ce qu'on peut parler d'une extrême droitisation du débat public? Oui, il y a eu un vrai mouvement vers la droite et donc vers l'extrême droite, parce que ces chaînes qu'on appelle chaînes d'information en continu sont des chaînes d'opinion. Et le casting qui est fait d'une façon où on va entendre à peu près toujours la même opinion et où surtout, on va choisir une hiérarchie de l'information qui va ne faire que parler des thèmes qui sont les thèmes porteurs ou les thèmes fétiches de l'extrême droite. On va parler bien entendu de la laïcité, du voile, de l'islam à peu près quotidiennement, de la délinquance, de l'insécurité. Alors, ce n'est pas neuf, hein, tout ça sont des thèmes qui ont été, ceux qui ont poussé Jean-Marie Le Pen au deuxième tour en 2002, c'était bien sûr l'insécurité, mais ils sont quotidiens maintenant, rabâchés et surtout acquiescés. Là où on aurait pu croire à une diversité d'opinions autour de la table, souvent, c'est très rare d'avoir des contradicteurs. Quand on est invité, ça a été mon cas, on est seul, on est un peu faire-valoir, on est un peu le vilain petit canard qu'on met autour de la table pour dire « Regardez, on a quand même invité un gaucho, donc taisez-vous, on est pluraliste ». Mais sur un plateau, c'était sur CNews, quand j'ai rappelé qu'Éric Zemmour avait été multirécidiviste, multicondamné pour incitation à la haine raciale, j'ai bien vu que l'oreillette du présentateur chauffait. Et puis quand j'ai rappelé que la plupart des morts en Allemagne ces 10 dernières années étaient du fait du terrorisme d'extrême droite et non pas du terrorisme islamiste, là non plus, ils ne m'ont pas cru. Il fallait sortir des chiffres et montrer les réalités des faits. Donc dès que le réel, les faits rentrent dans l'opinion, ça ne marche plus sur ces plateaux-là, ça pédale dans la semoule et ça devient très compliqué. Et puis, on y dit des horreurs sans jamais être pris. C'est ça qui fait qu'on ouvre cette fameuse fenêtre d'Overton en disant plus on va pousser loin les thématiques, plus on pourra politiquement rendre tout à fait acceptable un discours d'extrême droite qui, il y a encore 5-10 ans, était tout à fait inacceptable. C'est la xénophobie ouverte, quotidienne d'un Éric Zemmour. Alors, il a beau être condamné, il fait un chèque de 10 000 €, mais il continue. Et tout ça avec l'acquiescement des rédactions, puisqu'on voit bien au Figaro, on est un peu gêné aux entournures, mais il n'est pas viré pour autant. Et sur CNews, c'est lui qui fait un carton d'audience. Plus de 500 000 personnes tous les soirs devant Éric Zemmour. Donc là aussi, ça dit quelque chose de l'audience, de la façon de prendre l'audience. Et sur les réseaux sociaux, même topo à peu près. Vous voyez les comptes d'extrême droite qui sont extrêmement bien organisés aussi en collectif, pour se renvoyer la balle, pour faire grossir les thématiques. Dès que vous avez un hashtag délinquance ou quoi, c'est porté par quelques comptes clés qui font que ça peut marcher. Et c'est en ça que je pense que l'Observatoire est important, pour un peu démonter ces mécaniques-là, pour voir comment on peut mettre le grain de sable au sein de cette machine très bien huilée qui fonctionne parfaitement bien et contrer cette idéologisation du débat vers l'extrême droite, vers la xénophobie. Merci beaucoup, Alexis. Je vais passer la parole à une historienne spécialiste des révolutions, Mathilde Delareyre.
Mathilde, tu viens de publier un livre qui s'appelle Rage Against the Machisme aux éditions du Détour. Tout à l'heure, Marine Tondelier parlait justement de la place des femmes. Qu'est-ce que risquent les femmes si l'extrême droite prend le pouvoir? Oh bah, elles vont se retrouver à la maison et puis elles vont plus pouvoir avorter et prendre une contraception normale. Non, mais j'ai l'air d'exagérer, mais en fait, pas tant que ça. Quand on regarde les textes de l'extrême droite française et européenne, les droits des femmes sont pour le moins piétinés. Et récemment, Salvini en Italie a fait sortir un manifeste qui fait l'éloge du rôle naturel de la femme. Alors, quand on dit rôle naturel, ça veut dire qu'on peut commencer à flipper en tant que femme. Vox en Espagne est ouvertement antiféministe et opposé à l'avortement, et le Rassemblement national, donc Elsa l'évoquait tout à l'heure, ils ont été présents dans l'hémicycle pour une fois pour s'opposer et à l'allongement du durée légale et à l'avortement de façon générale. De toute façon, quand on regarde le Rassemblement national, ce qui est voté au Parlement européen, il s'oppose avec une constante merveilleuse à tous les textes qui sont à tous les textes qui essaient de favoriser un meilleur accès des femmes à la contraception ou à l'avortement, à tous les textes qui défendent la lutte contre les stéréotypes de genre, à tous les textes qui condamnent les violences faites aux femmes, que ce soit dans la rue ou en milieu familial. Donc voilà, l'extrême droite s'est toujours très clairement exprimée là-dessus. Les seuls moments où ils ont l'air un peu féministes, ou en tout cas ils font semblant d'être féministes parce qu'ils ont quand même compris, l'extrême droite, il y a un plafond de verre, les femmes votent moins extrême droite que les hommes, elles ne sont pas complètement folles. Et donc il y a surtout dans le cadre du Rassemblement national, dans l'entreprise de dédiabolisation, une espèce de faux vernis féministe. Mais quand on regarde, ils ne se disent féministes que dans deux cas. Un, c'est quand il s'agit de taper sur les femmes voilées, alors qu'au cas, ils tapent sur des femmes dans leur mouvement. Et d'autre part, quand il s'agit de présenter les musulmans et les migrants comme des violeurs. Donc à plusieurs reprises. Si on regarde par exemple le programme du Front National en 2017, enfin du Rassemblement National en 2017, excusez-moi, je suis de la vieille école, donc je continue le Front, il y a un côté, la jeunesse emmerde le Front National, c'est resté dans mes oreilles, donc je dis toujours Front National, mais je sais que c'est le Rassemblement National. Donc quand on regarde le programme de Le Pen la dernière fois, la seule et unique proposition faisant référence aux féministes sur les 144 du programme, c'était une proposition qui était ainsi formulée: défendre les droits des femmes, 2 points, lutte contre l'islamisme. Et après, égalité salariale. Rien sur l'avortement, rien sur tous ces aspects-là, parce que de toute façon, la grande majorité est contre l'avortement. Donc, par ailleurs, c'est un parti aussi largement homophobe, transphobe. Il est évident que dans l'observatoire, il faudra pointer tout ça, casser le faux discours. Parce que c'est vrai que le problème, c'est que à la tête du Rassemblement national, il y a une femme. Et c'est toute l'ambiguïté, l'ambivalence et tout le danger. Mais c'est profondément, l'extrême droite est profondément sexiste, raciste, on l'aura dit, homophobe, transphobe, et c'est une des raisons pour lesquelles il faut lutter contre elle. Pas la seule, évidemment, mais je laisse les autres points à mes collègues. Merci beaucoup, Mathilde. Je vais passer la parole à Clémentine Autain. Clémentine, tu es députée de la France Insoumise et tu publies, alors pas demain, je crois, après-demain, à gauche en sortant de l'hypermarché, la gauche à gauche, en sortant de l'hypermarché, c'est aux éditions Grasset. Tu es aussi membre du conseil d'administration de cet observatoire. Elsa en parlait déjà tout à l'heure sur la gauche, le rapport de la gauche à l'extrême droite. Toi, tu dirais que la gauche, elle est à la hauteur de l'enjeu justement du combat contre l'extrême droite aujourd'hui? On a perdu Clémentine. Alors, est-ce qu'on a perdu Clémentine? Vous m'entendez là? Ah, ça y est, on t'entend, Clémentine. Ouais, j'ai eu un petit problème de connexion, je pense. Tout va bien, c'est à toi. Tu as entendu ma question? Non, je n'ai pas entendu ta question. Alors, je la refais. Je te présentais et je disais que tu publiais, pas demain, mais je crois après-demain, un nouvel ouvrage que tu publies chez Grasset qui s'appelle « À gauche en sortant de l'hypermarché ». Et tu es aussi membre du conseil d'administration de cet observatoire. Et je posais la question, puisqu'Elsa en parlait, sur le rapport de la gauche à l'extrême droite. Tu dirais, toi, que la gauche est à la hauteur de l'enjeu, justement, de la bataille contre l'extrême droite, la bataille idéologique contre l'extrême droite?
À l'évidence, on n'est pas à la hauteur pour la raison simple qui est que l'extrême droite a gagné du terrain, notamment dans les suffrages du monde populaire, des ouvriers, des employés, et que le rapport de force dans le pays montre bien que malheureusement, dans les têtes, l'extrême droite a considérablement progressé. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire autre chose que la gauche n'est aujourd'hui pas suffisamment à la hauteur. Donc c'est d'abord les difficultés que nous avons, nous, à représenter le monde populaire et à parler au monde populaire d'aujourd'hui. Je pense que ça, c'est la clé, mais ce n'est pas le point majeur de l'Observatoire. Et moi, je voudrais ajouter à tout ce qui a été dit, peut-être une veille qui me paraît très importante. C'est qu'il faut qu'on arrive à repérer tous les manquements, les façons de passer les plats de l'extrême droite qui ne sont pas si visibles a priori. J'essaie de m'expliquer, c'est que on le dit, mais pas assez. Il faut qu'on le fasse de façon très systématique. Il y a une responsabilité dans des milieux intellectuels, des médias qui sont censés, même parfois, qui se disent de gauche, ou en tout cas qui se disent tous contre l'extrême droite et qui, en réalité, ne cessent de servir les plats à l'extrême droite. Et ça, je pense que c'est au moins aussi grave que ce qu'est l'extrême droite, parce que c'est ce qui permet à l'extrême droite de percer, parce que ces idées progressivement s'enracinent et parce qu'elles deviennent de plus en plus évidentes comme une forme de bon sens. Et j'ai toujours en tête le livre assez récent de Michael Foessel, depuis que je l'ai lu, en fait, je l'ai en tête, c'est le livre Récidive, et ce que montre ce livre sur les années 30, donc c'est vraiment le terrain, enfin c'est 38 en fait, exactement l'année 38, et ce qu'il décrit, c'est la façon dont, parmi des éditorialistes, des journaux, des hommes politiques, et des femmes, il y en avait moins qu'aujourd'hui, des hommes politiques, au fond, on a servi idéologiquement l'extrême droite et on a permis que ça soit possible. Donc je pense évidemment à, par exemple, François Hollande avec la déchéance de nationalité, à des médias qui se disent contre l'extrême droite mais qui font des unes chaque semaine, des hebdomadaires pour expliquer que le problème ce sont les musulmans. Donc on voit bien qu'on a des terrains comme ça qui font marche-pied. Moi je pense qu'un travail de veille, c'est un travail, comme ça a été très bien dit jusqu'ici, de révélation de ce qu'est l'extrême droite quand il est au pouvoir dans les villes, ou de ce qu'il dit et qui se voit moins, ou de dénonciation de ce qu'il dit franchement et pourquoi c'est inadmissible. Mais je pense que nous avons tout autant à faire une veille sur tous ceux qui se rendent de fait complices en faisant tapis rouge aux idées de l'extrême droite ou en laissant aller des idées qui finalement servent l'extrême droite. Donc notre travail à gauche, pour te répondre Pierre, pour répondre quand même à la question, c'est aussi d'avoir un discours qui sur les grandes questions, n'a pas peur d'affronter l'extrême droite. Il ne faut pas laisser du terrain à l'extrême droite. Il ne faut pas s'excuser d'être contre l'extrême droite, tous essayer de dire « Ah oui, sur tel ou tel enjeu, finalement, oui, ils ne disent pas des bêtises. » Il faut les affronter. Et il n'y a pas d'autre solution que de les affronter politiquement, franchement, point par point. Ils sont sur le terrain du ressentiment, on est sur le terrain de la colère, ce n'est pas le même. Et sur le fond politique, je pense qu'on peut faire beaucoup plus franc, et c'est par notre franchise contre eux qu'on peut gagner, et certainement pas en laissant petit à petit le terrain s'attraper pour eux. Merci beaucoup Clémentine. Alors justement, pour rebondir à ce que tu viens de dire, j'avais envie d'interroger Marilyn Poulain. Marilyn, tu es syndicaliste et tu pilotes le collectif Immigration à la CGT. Tu es aussi membre du conseil d'administration de cet observatoire et tu travailles beaucoup sur la question, en tout cas sur la déconstruction des préjugés qui entourent aussi les questions d'immigration. Est-ce que cet observatoire, selon toi, doit aussi observer les discours qui, parfois, à gauche, sont ambigus? Je crois que tu m'as bien saisi, Pierre, en effet. Moi, ce qui m'intéresse dans cet observatoire, c'est qu'on puisse lutter en effet tous ensemble, et je pense que nos diverses expériences le permettront, de lutter contre les idées d'extrême droite. Et en effet, aujourd'hui, on sent monter, comme l'a dit Clémentine, comme ça s'est passé dans d'autres périodes de notre histoire, c'est-à-dire à la fois une offensive libérale très très forte, et à la fois on va dire, des discours de repli identitaire, en effet, qui émergent, et notamment la question de l'opposition entre les intérêts des travailleurs, des différents travailleurs, c'est-à-dire l'opposition entre les travailleurs migrants
et les travailleurs français. C'est un sujet qu'on connaît, on va dire, dans l'histoire de l'humanité, qu'on revienne au 19e siècle avec le pogrom d'Aigues-Mortes qui a visé les travailleurs italiens, ou qu'on passe sur justement les années 30, ou qu'on en arrive aujourd'hui avec en effet le fait que des travailleurs détachés, des boucs émissaires, la question des travailleurs sans papier. Et je pense qu'en effet, aujourd'hui, il y a nécessité, en tout cas moi je pense, de réaffirmer les enjeux sociaux, les intérêts communs qui nous lient dans les entreprises notamment. En tout cas, moi, dans les luttes de travailleurs sans papier que j'ai pu accompagner, c'est ce qu'on a essayé de porter, c'est la question de la solidarité de classe, la question de la solidarité ouvrière, qui peuvent être des éléments vraiment importants à la fois pour nous relier, on va dire, nous lier sur les questions de classe, les questions de, on va dire, de vraiment cerner ensemble qui est notre véritable ennemi et qui est en effet le système capitaliste, le système néolibéral qui est en train de grignoter nos droits, et de pouvoir en effet déconstruire les discours, notamment dans le milieu ouvrier, dans le milieu des travailleurs, et je pense que c'est plus que nécessaire. En tout cas, ce que je constate au quotidien, c'est que dans les luttes de travailleurs sans papier, et elles gagnent souvent, on marque des points sur le terrain de l'opinion, et on marque des points dans le syndicalisme aussi sur le fait que nos droits sont les mêmes, et qu'en effet, se battre pour les droits des travailleurs migrants, c'est se battre pour les droits de tous les travailleurs. Et c'est un sujet qui a réaffirmé aujourd'hui parce qu'on est dans une période qui est particulièrement inquiétante, et il va falloir qu'on déconstruise tous ensemble. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci beaucoup, Marilyn. Je vais passer la parole à Caroline, parce que Caroline, je crois qu'il faut que tu retournes en séance à l'Assemblée nationale. Caroline Fiat, tu es députée de la France Insoumise et tu as la lourde charge de gérer le trésor de l'Observatoire. Tu es la trésorière de cet observatoire. Alors toi, justement, tu as beaucoup travaillé aussi sur la question des stéréotypes, que tu as même déconstruit dans un rapport sur l'aide médicale d'État, que tu as publié l'année dernière. Alors Caroline, je vais reprendre les préjugés, tu vas essayer de nous les déconstruire en 2 minutes 30. On immigre en France pour se soigner et toucher les prestations sociales? Alors, juste, je ne retourne pas en séance, mais j'ai tous mes amendements pour le projet de loi de financement de sécurité sociale qui sont irrecevables petit à petit. Il faut que j'aille me battre pour qu'ils soient recevables. En fait, l'année dernière, j'étais rapporteure pour avis sur la partie projet de loi de financement pour la partie santé. Et je sais que chaque année, c'est la même bataille avec l'extrême droite où eux ne prennent que la ligne AME, aide médicale d'État. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette partie-là, il y a les médicaments, il y a la dépakine, il y a Santé publique France, donner des moyens à Santé publique France pour qu'ils fassent de la prévention. En ce moment, ce serait utile. S'ils avaient eu des sauts, on aurait eu des stocks et on aurait eu des masques au mois de mars, par exemple. Mais non. Pour le Rassemblement national, c'est que l'aide médicale d'État, la chose importante. Et donc, j'avais demandé aux administrateurs si, dans mon rapport, je pouvais démonter toutes les idées préconçues du Front national. Ils m'avaient dit que je faisais un peu ce que je voulais. Et donc, c'est ce que je m'étais amusée à faire dans mon rapport. C'était assez drôle parce que j'avais chiffré. Enfin, j'avais repris toutes leurs fake news et une par une, et j'avais prouvé qu'ils avaient faux. C'était très drôle parce que dans l'hémicycle, j'avais en plus pu démontrer qu'ils ne lisaient pas les rapports avant d'aller dans l'hémicycle. C'était assez drôle. Mais on ne les voit jamais. Et moi, mon travail aussi, c'est de montrer que là, on est en plein projet de loi de financement de la sécurité sociale et là, on ne les voit jamais. On ne les voit pas. Je ne sais plus, c'était Clémentine ou Elsa tout à l'heure qui disait que pour la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, ils étaient là. Par contre, pour défendre les soignants, on ne les voit pas. Hein. On ne les entend pas, ils ne sont jamais là. Donc, voilà, moi, j'ai à cœur de montrer et d'observer pourquoi ils ne sont pas là pour défendre les soignants. C'est quand même bizarre. Ils ne doivent pas aimer le monde des soignants. Et d'autant plus que je rappelle que j'étais le seul duel aux législatives France Insoumise, Rassemblement national. Et donc, c'est pour prouver à ma circonscription qu'ils ont bien eu raison de voter pour moi et certainement pas pour quelqu'un du Rassemblement national qui ne travaille pas, certainement pas des sujets que l'aide-soignante que je suis travaille. Et je remercie Jocelyne et Thomas pour la bonne idée qu'ils ont eue de créer cet observatoire. Merci beaucoup, Caroline, et bon courage pour ton travail minutieux à déplucher l'ensemble de cette loi de finances.
on va passer à l'échelle européenne, puisque je vais proposer à Aurore Laluc de répondre à la question qui va suivre. Aurore, tu es députée européenne, membre de Place Publique et évidemment membre aussi de ce conseil d'administration de l'Observatoire. On évoque souvent la montée de l'extrême droite en Europe. Est-ce qu'il y a une unité des extrêmes droites européennes? Est-ce qu'elles sont en capacité de faire force commune, ces extrêmes droites? Alors, il y a deux bonnes nouvelles sur le sujet et deux mauvaises. Je vais essayer de tenir mon temps de parole et faire court. Les bonnes nouvelles, c'est qu'en fait, il y avait un grand projet d'union avant les européennes, entre Salvini et Marine Le Pen, avec cette idée qu'ils allaient faire un énorme groupe et on allait voir ce qu'on allait voir au Parlement européen, en s'alliant notamment avec Orban, qui lui siège à la droite. Et que donc l'extrême droite allait avoir une influence majeure cette fois-ci au Parlement européen. La bonne nouvelle, c'est que ça ne s'est pas vraiment fait, ce truc-là, et que finalement, en nombre de sièges, ça n'a pas des masses évolué. Il y a juste eu, leur groupe a juste été renommé. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'ils sont très, très divisés. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, une extrême droite française qui fait beaucoup plus attention à ce qu'elle dit, pas à ce qu'elle vote, et ça a été très bien expliqué, mais à ce qu'elle dit sur les questions sociales, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas raconter n'importe quoi, puisqu'elle est plutôt maintenant sur un côté, disons, pseudo-rouge, et en tout cas très, très brun, pour essayer de séduire un peu les masses. Ce n'est pas le cas du tout de l'extrême droite du Nord de l'Europe, c'est encore moins le cas de celle de l'Europe de l'Est, notamment en Pologne et en Hongrie, qui ont des lois particulièrement antisociales. On se rappelle des lois anti-esclavagistes où on a les heures sup qui sont quasi limitées et qui ne sont quasiment plus payées ni payables. Donc à ce niveau-là, en fait, l'extrême droite est plutôt très divisée. Par contre, elle est extrêmement unie, et ça, c'est les mauvaises nouvelles. Dès qu'il s'agit effectivement de taper c'est islamophobe, quoi, clairement. Donc, dès qu'il s'agit de taper sur l'islam, ça, ils sont là. Dès qu'il s'agit aussi de faire des régressions, et Mathilde l'a parfaitement expliqué sur la question des droits, en règle générale, je dirais des droits civiques largement, et le droit des femmes notamment, partout dans ces cas-là, ils sont toujours présents et toujours extrêmement très unis. La très grande mauvaise nouvelle, à mon sens, c'est que, et c'est là où je trouve que nous avons aussi une responsabilité de décortiquer ce qui se passe au niveau de l'extrême droite au niveau européen, c'est qu'on a une extrême droite, notamment à l'Est, qui n'a pas du tout envie de rejeter l'Europe, qui a vraiment une envie de conquête, d'utilisation un maximum des institutions européennes, là où en France, au contraire, par exemple, il y a tout un discours à gauche qui est en mode rejetons l'Union européenne. Eux, ils sont plutôt en mode profitons à mort de l'Europe, parce qu'en fait, on sait qu'elle ne peut pas nous faire grand-chose. Et c'est ça, le grand danger, c'est qu'on a une Union européenne totalement désarmée, je trouve, face à l'extrême droite et face, en règle générale, aux dérives autocratiques. Fabien Escalona avait écrit un super article que je vous conseille vraiment de lire dans Mediapart, c'est-à-dire qu'on a un article, 7, ça s'appelle, pour rentrer dans la technicité, qu'on peut enclencher au niveau européen en cas de problème, c'est-à-dire à partir du moment où on a des régimes qui ne respectent plus l'état de droit, qui oppriment les minorités, entre guillemets, etc. mais n'empêche qu'il se passe fondamentalement strictement rien. Même une fois qu'il est enclenché, si toutefois on arrive à l'enclencher. Donc la réalité, et ce qui fait très peur, c'est que l'Union européenne est totalement désarmée face à, je trouve, à l'extrême droite et aux dérives autocratiques en règle générale. Et donc, il y a vraiment une vigilance à avoir à ce niveau-là. Et aux forces démocratiques, plutôt de gauche si possible me concernant, ou plutôt écolo, ou plutôt même les deux, soyons fous, parlons d'union, de reprendre le pouvoir en Europe pour éviter justement de ne pas laisser tomber l'Europe, quoi. Laissons pas tomber l'Europe pour éviter ce piège qui risque sinon de se refermer sur nous. Voilà, j'en ai fini et merci pour la création de cet observatoire. Merci à toi, Aurore. Je vais passer la parole maintenant à Benoît Roux, militant communiste, qui est spécialiste aussi des questions d'extrême droite. Benoît, tu as travaillé et tu as observé les groupuscules, notamment à Lyon. Et j'ai appris en préparant cette conférence de presse que sur près de 400 mètres de rue à Lyon, on peut trouver à la fois le Bastion social, Génération identitaire, Action française. Autant dire que
en termes d'observation, tu as dû constater un grand nombre de choses. Quel rapport, justement, l'extrême droite politique entretient-elle, au moins au niveau local, ce que tu as pu constater à Lyon, avec ces groupuscules que je viens de citer? Alors là, à ce niveau-là, c'est assez simple. En gros, c'est un réservoir, que ce soit un réservoir idéologique dans faire avancer. C'est en gros l'arbre qui cache la forêt. C'est que l'extrême droite va utiliser ces mouvements pour avancer des pions sur certaines idées qui ne seront pas entendables à un premier temps par le Rassemblement national, pour ensuite pouvoir les développer. Et c'est de l'action coup de poing que peut faire Génération Identitaire et ces mouvements-là régulièrement, que ce soit sur la frontière italo-française dans les Alpes ou à Poitiers sur la question de la mosquée, pour les laisser avancer, défricher le terrain sur des trucs qui vont de plus en plus loin, pour ensuite pouvoir les récupérer et les mettre dans le débat public. Ça sert à ça. Et ensuite, ça a une grande utilité, ces mouvements d'extrême droite, pour moi, c'est le réservoir de cadres. Parce qu'on le voit, il manque de cadres, mais ces mouvements créent des cadres qui savent faire de l'agitation, de la propagande d'agitation, et qu'ils récupèrent régulièrement dans leur groupe. On peut voir que les villes prises par le Front National en 2014, on a eu une saignée en gros des cadres de Génération Identitaire et de tous ces mouvements-là à ce moment-là sur Lyon, qui ensuite s'est reformé, mais on les a vus tous partir. On a été tranquille 6 mois, 1 an, et puis ensuite il y a d'autres cadres qui ont été formés. Donc il y a ce truc-là, et puis au-delà de ça, on a aussi dans le particularisme lyonnais cette vision très de laboratoire de l'extrême droite très radicale dans une ville qui n'est pas particulièrement d'extrême droite, et on le voit avec l'implantation de l'école de cadre politique de Marion Maréchal Le Pen à Lyon, et c'est symbolique, quoi. C'est un truc qui a été fait, c'est aussi ce qui a été le cas pendant Lyon 3. Il y a eu des combats à Lyon 3 pendant des années. Lyon 3 a eu beaucoup de difficultés à se défaire de son image de fac d'extrême droite. Voilà, il y a eu des combats très très lourds qui ont été menés. Voilà. Eh bien, merci Benoît. Je vais passer la parole à Raphaël et Rémi Leleu. On arrive à la fin il reste 3 intervenants, je précise, parce que peut-être il se fait tard et je crois que Mathilde doit nous quitter pour aller dîner, sans doute. Raphaël, Rémi Leleu, tu es conseillère de Paris, membre d'Europe Écologie Les Verts. Tu es aussi membre du conseil d'administration de cet observatoire. Alors Raphaël, j'avais envie de t'interroger. Toi, tu es une écologiste et on entend le discours de l'extrême droite justement sur l'écologie. Eux se revendiquent maintenant de l'écologie. Alors un tox, ça participe de la stratégie de dédiabolisation, cette nouvelle lubie justement de l'écologie du côté de l'extrême droite? Mais c'est beaucoup plus qu'une intox, en fait. Si on en croit les stratégies de l'extrême droite ces dernières années, en réalité, ils ont utilisé une stratégie assez révélatrice de leur violence, y compris dans leur tactique politicienne, c'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent des mécanismes de sidération. Parce que vous regardez les vidéos, vous regardez le compte Instagram à un moment de Marine Le Pen pendant les présidentielles, et en fait, si vous aimez les chatons, eh bien, vous aimez Marine Le Pen et vous votez comme elle. Si vous êtes pour le bien-être animal, vous votez Marine Le Pen. Et en fait, c'est tellement gros, c'est tellement absurde comme argument qu'on se retrouve sidéré et à ne plus savoir véritablement comment réagir face à ça. Et en fait, c'est un mécanisme ultra violent qu'ils ont utilisé sur à peu près tous les sujets, qu'ils ont utilisé sur la mondialisation, sur le rapport aux classes populaires, qu'ils ont essayé d'utiliser également sur le féminisme et la place des femmes en politique. Et là-dessus, je pense qu'on a quand même urgence à agir et aborder face à tout ça, face à cette sidération. D'abord en allant explorer leur réseau et leur zone d'influence pour voir comment tout ça se bâtit. Ça n'est pas un hasard s'ils vont appuyer là où ça fait mal, là où on est faible. Il va falloir également imaginer des moyens d'observer non pas uniquement leur technique en se disant « bouh, ça c'est pas beau, ça c'est méchant, c'est l'extrême droite », mais en se disant où est-ce qu'ils vont chercher ces méthodes, pourquoi elles sont efficaces, qu'est-ce qu'on doit reprendre, comment on va combattre sur leur terrain. Et sur l'écologie spécifiquement, moi j'ai vu quand même se développer ces dernières années la même chose sur l'écologie et le féminisme à l'extrême droite.
À peu près en même temps, vers 2017, elle et ils ont développé ce qu'ils ont appelé le féminisme intégral et l'écologie intégrale. Alors, on voit ça de loin, on se dit, mais ouais, voilà, ça c'est des gens forts, ça c'est des gens courageux. Les gens de gauche, là, à peu près, ils font soit de l'écologie bof-bof, soit du féminisme bof-bof, un peu hystéro, un peu amiche, un peu ayatollah. Là, on parle d'intégral, là c'est bon, là c'est franchouillard, là, ça tient la baraque intellectuellement. Alors qu'en fait, c'est l'angoisse, c'est intellectuellement totalement indigent et c'est juste un retour à une conservation, un conservatisme tellement dur qu'il en devient réactionnaire. C'est vraiment le retour à l'essentialisation, au rôle naturel de la femme. Oh, excusez-moi, au complément naturel de la nature. Et donc, oui, on est sur les droits des animaux. Mon cheval vient de me prendre un petit clip dans le dos, excusez-moi. Donc, l'extrême droite, elle, est revenue sur une essentialisation telle qu'on l'a combattue pendant des années et des années. Et ça, c'est vraiment très sidérant, encore une fois, cette méthode politique où on trouve ça tellement absurde qu'on a l'impression qu'on n'a pas besoin de leur répondre. Donc, je pense qu'il faut leur répondre pied à pied, en bordant idéologiquement. Et donc là, sur l'écologie comme sur le féminisme, je crois qu'il y a une pensée qui nous aide à penser tout ça, c'est l'écoféminisme, la manière d'analyser qu'en fait, la droite et l'extrême droite, via le libéralisme, via le racisme, via le capitalisme, ont utilisé les mêmes moyens pour exploiter la nature et pour exploiter le droit des femmes, via la violence et l'accaparement du pouvoir. Une fois qu'on a posé ce cadre intellectuel, il est impossible à un discours d'extrême droite de se glisser entre nos failles. Et de l'autre manière, le fait de se mobiliser réellement, notamment via cet observatoire, c'est aussi une manière de mettre notre riposte militante et politique en place. Ce qu'on peut voir quand même ces dernières années, ces dernières décennies. Je crois que c'est Thomas qui disait son premier moment politique, ça a été 2002 et Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Moi, 2002, je m'en souviens à peine. Par contre, je me souviens qu'à chaque moment où dans ma vie, on m'a dit « là, ça y est, c'est la dernière fois, l'extrême droite, ensuite, elle ne passera plus », je l'ai vu passer et je l'ai vu continuer. Je l'ai vu faire ça en 2002, je l'ai vu faire ça en 2013, en 2015. Et simplement rappeler deux choses, c'est que encore très récemment, l'extrême droite tue encore et toujours en France, puisque c'est pas très loin finalement, juin 2013 et l'assassinat de Clément Méric. Merci beaucoup, Raphaël. Je crois qu'il va falloir que tu aies une discussion avec ton animal de compagnie qui n'avait pas l'air tout à fait d'accord avec toi. Hein. Sachez-le, il s'appelle Vox, mais c'était avant que je réalise que c'était le même nom que le mouvement d'extrême droite espagnol. Très bien. Ok, sans transition. Je crois qu'on n'a pas Marie-Pierre Vu avec nous qui était en charge de la conclusion. Si Marie-Pierre est avec nous, alors justement, on va passer la parole à Marie-Pierre. Ah ben si Marie-Pierre, te voilà. On va passer la parole à Marie-Pierre. Je voulais, puisque c'est Marie-Pierre à qui revient justement la responsabilité de clôturer cette conférence de presse, je voulais évidemment remercier l'ensemble des médias qui ont relayé cette initiative, Regard, Mediapart, Humanité, Politis, Le Monde Moderne, Contretemps, Basta, et puis aussi remercier et puis excuser la députée de la France Insoumise, Danielle Obono, qui devait être avec nous mais qui s'est excusée, ainsi que Aïssata Seck, qui est élue à Bondy et qui est aussi membre de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Rokhaya Diallo aussi, qui nous a envoyé ses encouragements pour la création et le lancement de cet observatoire. Rokhaya, qui est journaliste et réalisatrice. Et puis aussi Philippe Marlière, politologue, et d'autres qui devaient être parmi nous et qui ne pourront pas prendre la parole ce soir. Olivier D'Artigol, qui devait être là aussi et qui s'est excusé. Alors Marie-Pierre, c'est à toi que revient la responsabilité de clore justement cette conférence de presse. Tu es membre du conseil d'administration de cet observatoire. Tu es aussi éditrice. Aux éditions, enfin éditrice, c'est toi qui as créé les éditions Arcane 17, tu es aussi une ancienne députée communiste du Parlement européen. Quels vont être les travaux, justement, les premiers travaux de cet observatoire? Et j'ajoute peut-être même une deuxième question, puisqu'on nous jure que Marine Le Pen sera présente au second tour de l'élection présidentielle. Quel rôle va jouer justement cet observatoire dans le cadre des échéances à venir? Merci Pierre de me demander en 2 minutes de dresser toute la perspective politique de la gauche à court terme. On va y aller tranquillement. La première chose que je voulais dire, c'est que cet observatoire, il vient à point nommé, me semble-t-il. Il vient de l'expérience de Thomas qui a été confronté directement au problème. Et là, je donne la parole à l'éditrice que je suis pour l'avoir édité.
Il nous a également, au travers de son livre, Au cœur de la haine, donné une méthodologie, me semble-t-il, intéressante pour aller au cœur de l'extrême droite et déconstruire justement ce qu'elle est en train de tisser. Et la méthodologie, c'est partir du terrain et partir des acteurs de terrain, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, à quel niveau on peut commencer à créer du rapport de force saillant. Et quand j'arrive à ça, faire la conclusion, c'est dire qu'il faut être à tous les niveaux. Au niveau du front social, moi je ne vois pas poindre une extrême droite, ça a été dit, là où il n'y a pas de la destruction d'emploi, là où il n'y a pas de précarité, là où il n'y a pas des politiques antisociales. Il faut être sur le front de toutes les discriminations, parce qu'évidemment, là où pointe l'extrême droite, c'est chaque fois qu'il y a de la place pour un discours raciste, pour un discours homophobe, pour un discours qui s'en prend aux petits. L'extrême droite est également contre les pauvres, ça je crois qu'on ne le dit pas assez, Caroline l'a dit à sa manière tout à l'heure, et également elle a peur de la démocratie, et je crois qu'il faut vraiment être là. Et puis c'est un combat idéologique. Là encore, les intervenants l'ont donné sous différentes formes. Il y a une hégémonie, à gagner une hégémonie sur le terrain médiatique. D'ailleurs, entre nous soit dit, la dernière grande initiative médiatique qui a directement mis à mal l'extrême droite et confronté la gauche à ses propres responsabilités, me semble-t-il, Regard en faisait partie d'ailleurs, c'était l'appel pour l'accueil, le manifeste pour l'accueil des migrants. Et je crois qu'à ces moments-là, on est allé non seulement contrer l'extrême droite, mais également ouvrir un terreau pour autre chose et obliger la gauche à prendre ses responsabilités. Et puis, qu'ajouter encore, c'est qu'à l'extrême droite, il faut aussi opposer une bataille de représentation et une bataille de perspective. Et moi, dans ce que j'ai noté ce soir, me semble-t-il, eh bien, il y a ce qui fait défaut aujourd'hui dans le paysage, c'est-à-dire tout à la fois la capacité de la gauche et des écologistes ensemble à dérouler un autre horizon qu'un horizon régressif. Je crois que la bataille de perspective, elle est là. Et ensuite, à le dérouler parfois de manière unitaire. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe, parce que l'un des problèmes auxquels on se heurte en Europe, c'est que d'accord, il faut défendre l'Europe, mais l'Europe actuelle, elle n'est pas sexy. L'Europe actuelle, elle fait du mal au peuple, là où elle devrait au contraire pouvoir répondre à leurs exigences immédiates. Voilà, je voulais dire ça. Et puis, pourquoi cet observatoire et comment on va avancer immédiatement? Je crois qu'il faut être utile. Qu'il faut être utile sur le terrain. Moi, je vois qu'il pointe à l'horizon des élections. Je ne le vois pas en termes électoralistes, je le vois en termes politiques de fond. Rappelez-vous, il y a 5 ans, les régionales ont été un moment où l'extrême droite a été tellement présente que d'abord, elle a placé plus de 300 élus, mais qu'ensuite, c'est elle qui a émis les conditions, qui a dicté les conditions de beaucoup de second tour. Et on a vu d'ailleurs que le Front républicain, le Front qui était censé la faire reculer, à un moment, il prenait l'eau. Et ça a d'ailleurs créé des conditions pour que Le Pen prépare de très loin les présidentielles de 2017. Eh bien, je pense que l'Observatoire, il peut aider d'ici au régional également à dresser l'état des lieux de ce que sont nos territoires. Moi, j'habite Occitanie. Occitanie, depuis 5 ans, c'est l'élection d'Alliot. C'est Ménard qui développe un bulletin municipal où il fait un horoscope où chaque semaine, il insulte les 3/4 de sa ville. Je ne vous ferai pas, comment dire, je ne ferai pas la litanie de ce qui est donné là, mais c'est tout juste affreux, épouvantable. Et donc, je crois qu'il faut être capable, peut-être avec cet observatoire, avec des baromètres et des éléments qu'on va inventer nous-mêmes, de faire l'état des lieux, des rapports de force politiques, idéologiques, culturels, sociaux, mais également savoir montrer les résistances là où elles s'opèrent et être tout simplement utile à nos concitoyens. Merci beaucoup Marie-Pierre pour ces derniers mots, le mot de la fin de cette conférence de presse. Je rappelle à ceux qui nous regardent, s'ils veulent avoir les informations, s'ils veulent suivre l'actualité ou s'ils veulent rejoindre justement cet observatoire, qui a un site qui a été créé, qui a été lancé aujourd'hui, observatoirenationalextrême-droite.wordpress.com. Je note qu'il y a de nombreux journalistes dans la salle parmi nous. Pascal Pro, peut-être, il veut intervenir? Non? Oui? Non? Non. Ok, c'est un big up total.
Je vois que les gens se marrent d'ailleurs. Non, Michel, je vois que Michel Soudet de Politis est là. Tu vas bien, Michel? Oui, ça va bien. Politis qui est aussi partenaire, ou en tout cas qui soutient l'initiative. Ce qu'on a prévu, c'est dans le numéro de jeudi d'expliquer pourquoi on soutient cette initiative. Je pense qu'un observatoire, ou quelque chose qui faisait office d'observatoire, on ne l'a pas vu depuis, en gros, les années 2003-2004. Il y a eu dans le passé des petits journaux qui se spécialisaient sur l'information sur l'extrême droite. Il y a eu ensuite Ralphon, dont l'appel publié par Politis en mai 1990 disait que leur avancée est faite de nos reculs. Et Ralphon a fini par arrêter ses activités, ne plus rien publier. Entre-temps, tous les partis de gauche, en 1997, s'étaient mis d'accord pour relancer avec des associations un comité de vigilance contre l'extrême droite. Ce comité de vigilance avait mené des grandes manifestations, avait commencé une bataille culturelle et tous les partis se souciaient à ce moment-là de répondre aux thématiques de l'extrême droite. Tout ça a été arrêté en 2000, une fois que la scission interne au Front National entre Le Pen et Maigret est apparue pour certains comme étant la fin de l'extrême droite. Et je me souviens qu'un certain Jean-Christophe Cambadélis, qui avait une association spécialisée contre l'extrême droite, menaçait des journalistes qui continuaient à couvrir de manière critique l'extrême droite en leur disant qu'il le faisait vivre et que ce parti était mort. On a vu l'Observateur, le Nouvel Observateur, titré sur la fin du Front National à cette époque. Donc la vigilance s'est énormément relâchée et on est dans la situation que l'on connaît actuellement où il y a besoin de partager nos savoirs, de partager toutes les informations importantes. Et quand j'entends des parlementaires dire qu'effectivement, ils agissent à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, dans les régions, on a besoin de communiquer sur leurs véritables décisions et non pas les discours qu'ils tiennent sur les chaînes d'opinion. Effectivement, ce n'est pas des chaînes d'infos. Et là, on peut être dans le vrai et avoir des répliques. Les répliques, elles sont de 3 ordres. Elles sont un discours global qui, dans le temps, on disait c'est de la diabolisation. Ben oui, la diabolisation peut avoir une utilité. Deuxième axe d'attaque, c'est les actions en justice, les actions de dénonciation. Et le troisième axe d'attaque, c'est d'avoir effectivement un horizon qui soit plus acceptable et qui donne plus d'espoir que le leur. C'est une bataille politique, c'est moins le rôle de l'Observatoire sans doute, mais c'est le troisième plan à avoir. Et ça concerne les partis, les formations de gauche, les associations qui se piquent de politique et qui vont essayer de nous faire voir un autre horizon. Voilà ce que j'avais à en dire ce soir. Merci beaucoup, Michel. Et je rappelle que Politis soutient et partenaire, en tout cas, du lancement de cet observatoire. Puisque tu parlais justement des actions en justice, j'ai oublié tout à l'heure de signaler et d'excuser Magali Béarnais, qui est avocate et spécialisée dans les droits des étrangers, qui s'est excusée de ne pas pouvoir intervenir ce soir. Voilà, c'est la fin. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette conférence de presse. Merci, vous ne l'avez pas vu, à Pablo Piolivien aussi, qui a participé aussi de l'organisation de cette conférence de presse. Je laisse le mot de la fin au président Thomas Porte, président de cet observatoire. Merci Pierre. Évidemment, déjà te remercier parce que tu soutiens l'initiative et tu as assuré la démarche logistique au pied levé puisque je t'ai sollicité incessamment sous peu, donc ça me fait très plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui ont été là ce soir et qui ont répondu présent. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on a besoin de beaucoup de forces vives pour combattre l'extrême droite. Je suis persuadé qu'il y en a partout dans le pays qui sont disséminés sur le territoire. C'est comment on arrive à les mettre en mouvement. Et nous, on est preneurs de toutes les contributions, de toutes celles et ceux qui veulent travailler, quels que soient leurs horizons, quel que soit leur parcours militant et politique.
qui veulent s'inscrire dans cette démarche. Et voilà, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans cette conférence de presse, c'est ce qu'a dit Raphaël, c'est qu'elle dit on voit l'extrême droite, et puis chaque fois on dit que c'est trop, que c'est la dernière marche et que ça n'ira pas plus loin. Et effectivement, petit à petit, elle gagne, elle grignote, et jusqu'à quand? Et je crois que voilà, l'idée, c'est de l'empêcher de grignoter, de la faire reculer et de redonner des perspectives voilà, de progrès social à aujourd'hui des millions de gens qui aspirent à autre chose, je crois, que le libéralisme ou le fascisme. Merci.